Bonjour, bienvenue à nouveau dans les mêmes conditions qu'habituelles. Donc, outre les salutations et les injonctions de respect de consignes, mais rassurez-vous, c'est ce que je fais aussi vis-à-vis de ma population, qui m'objecte qu'elle veut bien aller faire des courses parce que ça l'aère, et que je lui explique en général que dès lors qu'on a mis une offre de ravitaillement en commun, ce qui est possible à l'échelle d'une petite commune, il vaut mieux ne pas descendre dans la vallée afin de garantir leur propre sécurité. J'insiste donc sur la nécessité, pour difficile et pénible que ce soit, de respecter ces consignes. Mais enfin, ce n'est pas l'objet de ces vidéos. Et je reprends donc le fil de ma réflexion sur l'élection présidentielle, le scrutin de 1965. Donc, j'ai repris hier, j'ai repris relativement schématiquement les tenants et aboutissants de la manœuvre et de la stratégie du général de Gaulle en 1962. Bref, que ce soit constitutionnel ou pas, que ce soit une énième violation de la Constitution selon François Mitterrand ou pas, peu importe, 1962, comme on dit, missa ita est, terminé, la messe est dite. On a changé de paradigme, sauf que il va falloir en tirer les conséquences. Et c'est ce qui est extrêmement important pour comprendre la préparation du scrutin municipal, du scrutin, il y a un municipal d'ailleurs en 1965, c'est un lapsus révélateur, mais en plus il est lié aussi à la présidentielle. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Non, le scrutin présidentiel de 1965. Les divergences vont se faire jour quasi immédiatement, de sorte que l'on peut faire une forme de typologie des attitudes. Je parle évidemment d'abord de la gauche. Ces élections présidentielles au suffrage universel rendent par définition quasi impossible le fait qu'un candidat communiste puisse incarner la gauche. Le Parti communiste, depuis la libération, il est un parti fort important, le premier parti de France, comme il aime à se présenter, qui, bon gré mal gré, varie plus ou moins 20% du corps électoral, qui n'est jamais descendu très en dessous des 20%, y compris aux élections de 1958, mais qui est dans un ghetto depuis qu'à l'automne 1947, il a intégré le message reçu à la conférence de Zlarska-Porieba, la culture politique de guerre froide, le rapport Jdanov. Ce parti communiste a parfois soutenu des actions gouvernementales depuis que cette période-là, depuis qu'il a quitté le gouvernement en mai 1947. Et à l'époque, je vous rappelle combien il était fier d'être à ce gouvernement. Au point qu'il pensait que le départ du gouvernement en mai 1947 n'était qu'une parenthèse et qu'il allait y revenir rapidement. Il ne reviendra qu'en juin 1981. Donc,
À deux reprises au moins, le Parti communiste avait voté sur des projets importants. J'en ai cité un, et je tiens à le rappeler, le vote unanime du groupe communiste à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, pour les pouvoirs spéciaux en Algérie en mars 1956. De même qu'il avait voté pour l'investiture du gouvernement Pierre Mendès France, lequel avait dit qu'il défalquerait les voix communistes du calcul, du décompte de sa majorité, parce qu'il ne voulait pas apparaître comme étant leur otage, surtout dans les négociations sur la guerre d'Indochine. Mais il est clair que dans un débat qui va personnaliser les enjeux, un communiste n'est pas idéalement placé. Et donc, il faut bien que du côté communiste, il y ait un moyen, si on veut peser sur la vie politique, un moyen de se réinsérer dans un jeu d'une élection présidentielle où, quasi par définition, on ne peut pas présenter de candidat ayant une chance sérieuse. Vous voyez mon regard. Ce regard, il rencontre, dès la campagne des législatives de 62, un Guy Mollet fou furieux. Fou furieux contre le général de Gaulle, et qui, entre les deux tours des élections législatives de novembre 62, prend une décision historique pour la première fois depuis 1936, dans un certain nombre de circonscriptions, celles où les communistes seront au second tour face à des partisans du général de Gaulle, Guy Mollet appelle à battre le gaulliste, le candidat gaulliste, et à faire élire le candidat communiste. Ça s'appelle la pratique du désistement. C'est la première fois depuis le Front populaire que ce désistement entre socialistes et communistes est appliqué, même à la Libération, parce qu'à la Libération, on était dans un scrutin proportionnel et pas majoritaire à deux tours. Il n'y avait pas eu cette pratique du désistement entre partis de gauche, et je souligne que ce n'est pas une demande du Parti communiste, que le Parti communiste sera, comme les autres, surpris lorsque, dans un débat à la radio face à, je crois, Michel Debré, Guy Mollet annoncera aux Français stupéfaits que le Parti socialiste a l'habitude de hiérarchiser les dangers et qu'un député communiste de plus ou de moins à l'Assemblée, ça ne changera rien, tandis qu'un député gaulliste, c'est un danger par rapport à la défense de la République. Et c'est donc au nom de la condamnation des institutions que Guy Mollet va se lancer dans une démarche de rapprochement vis-à-vis du Parti communiste. Je sais que ce que je raconte là est inaudible pour beaucoup de gens qui font de François Mitterrand et du programme commun de gouvernement dans les années 70 l'élément de rapprochement entre socialistes et communistes en vue de conquérir le pouvoir et de changer la vie, comme on disait alors. Sauf que là, en profondeur, non, c'est une des conséquences de l'adoption du principe de l'élection présidentielle au suffrage universel. Évidemment, les modalités de ce rapprochement sont à préciser, et Guy Mollet va préférer une sorte de négociation idéologique afin d'effacer 1920, le congrès de Tours, en préalable à un programme d'action. Ce qui, par là même,
revient peut-être aussi à en limiter la portée. Parce que disserter de la dictature du prolétariat, de la place et du rôle d'un parti, de la collectivisation nécessaire ou pas de secteurs stratégiques, c'est un débat certes passionnant et qui fait la substantifique vie et moelle du mouvement révolutionnaire ou du mouvement socialiste. Mais néanmoins, ce n'est pas se placer dans une perspective de gestion à court terme du pouvoir. Mais notez bien simplement l'articulation. Ces institutions sont mauvaises parce que cette réforme entrahit l'esprit, et donc à gauche toute. Mais Guy Mollet en tire une seconde conséquence. Maintenant que le mal est fait, pour limiter la catastrophe antidémocratique qu'est ce scrutin, réducteur. Et après tout, les scrutins de 2002 ou de 2017 le montrent à l'évidence. Pour rattraper donc l'effet désastreux de cette réduction de la démocratie au second tour de l'élection présidentielle, Guy Mollet en tire une conclusion. Il faut dépolitiser le scrutin. Il ne faut pas présenter de candidat qui soit une figure politique. Il faut présenter une personne morale. Il ne faut pas donner d'enjeu au scrutin, bien évidemment. Alors, si on se met derrière une personnalité morale incontestable, une forme d'incarnation, mais non politique, alors, par définition, ce sont aux élections législatives que reviendra le choix de désigner des options politiques. Dépolitiser l'élection présidentielle. Et vous comprenez, son calcul, c'est que je suis contre cette présidentialisation dangereuse pour la démocratie. Donc moi, je n'y participe pas en tant que représentant d'un courant politique. Et non seulement je n'y participe pas, mais je fais tout pour vider cette élection d'un contenu politique. C'est pas tout à fait la même analyse que l'on retrouve du côté de Pierre Mendès France. Mendès France ne vise pas à dépolitiser l'élection présidentielle en tant que telle pour la vider de son contenu. Il dit simplement « je suis en désaccord, donc je n'y participerai pas ». Je m'arrête un moment sur l'attitude de Guy Mollet et de Mendès France. Parce qu'ils apparaissent comme ceux qui ne comprendront pas le changement profond de système. Non. D'abord, je crois qu'ils l'ont très bien compris et qu'ils en ont, partant du même postulat, tiré des conséquences qui allaient à peu près dans le même sens, avec quand même d'énormes nuances entre eux. Le postulat des deux, c'est qu'ils pensent que si De Gaulle se présente, il est imbattable. Et ils n'ont donc pas envie d'aller au casse-pipe et de prendre une nouvelle branlée face au général de Gaulle. La différence qu'il y a entre eux, elle tient à deux phénomènes. C'est que l'un restera fidèle jusqu'au bout à son opposition de principe, c'est Guy Mollet. Tandis que je peux observer néanmoins, c'est un peu mesquin, je le confesse, mais enfin, qu'à l'élection présidentielle suivante, celle de 1969, après la démission du général de Gaulle suite au référendum d'avril 1969, Mendès France participera
à la campagne présidentielle, aux côtés du candidat socialiste Gaston Defferre, en acceptant dans une forme de ticket à l'américaine un partage des tâches. Si Defferre était élu président de la République, lui, Mendes, serait son Premier ministre. Et cela montre bien, à contrario, me semble-t-il, que en 1965, même s'il est sincèrement opposé à ces institutions, et lui l'a montré dès 1958 en ne se ralliant pas au général de Gaulle, c'est quand même tout à son honneur de mon point de vue, la différence fondamentale entre Mollet et Mendes. Mollet a fait la courte échelle et Mendes a résisté. Dès que la personnalité même du général de Gaulle n'est plus présente, pourquoi ne pas jouer le jeu? Et donc, de mon point de vue, je vais dire les choses très brutalement, la position de principe dont je ne veux pas remettre en cause la sincérité est d'autant plus forte chez Mendes France qu'il pense que De Gaulle n'aura pas d'adversaire capable de le mettre en difficulté. Voilà la base de l'opposition de Mendes. Guy Mollet n'est pas sur la même ligne. Guy Mollet, à gauche, lui, il est sur une autre ligne, qui est qu'il pense que le général de Gaulle ne sera pas candidat. Et que donc, à l'élection présidentielle, il y aura un candidat gaulliste, mais qui ne sera pas le général de Gaulle. Cherchez un peu. Et on tombe immédiatement en direction du Premier ministre, Georges Pompidou. Et que lui, il est battable. Mais pas par un candidat de gauche, par un candidat républicain au sens large. Et dans cette affaire-là, Guy Mollet pense qu'il faudrait s'allier à ce qu'il avait l'habitude d'appeler le meilleur des autres. Et pour lui, le meilleur des autres, c'est, dans cette hypothèse-là, Antoine Pinay. L'homme de la droite parlementaire qui a quitté le général de Gaulle en 1960, mais qui, dans les politiques de troisième force et au début des années 50, a joué un rôle très important sur la base d'un contrat. Nous vous élisons, non pas sur des options politiques, mais pour que vous acceptiez de conférer à la fonction présidentielle, nonobstant le sacre du suffrage universel, une fonction strictement arbitrale, morale, qui peut ne pas être nulle politiquement parlant. Je crois vous avoir montré combien Vincent Auriol, par exemple, sous la 4ème République, avait été un président politiquement actif. Voilà les deux calculs. Donc, ce front du refus, comme certains l'ont qualifié, obéit à des logiques diverses, mais respectables. À gauche toujours, il y a deux personnes qui vont émerger progressivement. D'autant que le général de Gaulle va faire durer le suspense jusqu'au bout. Il ne se déclarera pas candidat à l'élection présidentielle avant novembre 1965. Et ça, c'est une donnée que vous devez avoir en tête, parce que l'incertitude, même l'angoisse
parmi ses partisans, qu'est-ce qu'il attend, va être des éléments psychologiques, de psychologie sociale et politique, avec lesquels le général de Gaulle va jouer assez largement. Donc à gauche, il y a le Front du refus, les communistes qui ne peuvent pas, parce que cette personnalisation du scrutin ne correspond pas à leur implantation, à leur pratique et à leur conception des choses. À gauche, il y a deux personnes qui vont sortir du lot et qui vont être prêtes à aller approfondir le débat contre le général de Gaulle, à l'affronter au risque d'être massacré. Et il faut analyser ces deux tentatives. Là, je n'en ai pas le temps parce que c'est un débat quand même assez sérieux. Je vous indique le livre clé sur le sujet. Bon, je pourrais toujours citer mes écrits, mais bon, ça ferait mégalomane comme Edgar Faure, donc pas la peine. Vous avez la thèse d'Olivier Duhamel, qui a, je pense, depuis plus mal évolué, mais enfin c'est un débat, c'est un jugement de valeur personnel, qui s'appelle La gauche et la Ve République, et qui analyse en thèse de sciences politiques, et qui analyse très finement les conditions du ralliement de la gauche à la Ve République. Les deux tentatives que j'évoquerai donc la prochaine fois, qui sont symbolisées dans les diapos, ce sont les tentatives symbolisées par deux hommes, mais qui recoupent deux projets politiques différents. Celle qu'incarnera, mais qui ne pourra pas aboutir, Gaston Defferre, qu'on appelle la Grande Fédération, et celle qu'incarnera, avec une équipe de bric et de broc, François Mitterrand. Bonne journée.